voyez que progressivement, les crampes vont disparaître. Comment? Comment? La formation de lactate? C'est au niveau musculaire? Non. Le lactate, qu'est-ce qu'on a dit pour le lactate déshydrogénase? Donc, lactate déshydrogénase, il y a plusieurs isoenzymes. Donc, en fait, l'enzyme, la réaction donc, au niveau musculaire, c'est on a plutôt le sens pyruvate, lactate. Donc, le sens lactate, pyruvate au niveau musculaire, il est très diminué. Donc, le premier sens qui est toujours prédominant. Le sens de lactate, pyruvate au niveau musculaire, il est toujours très négligeable par rapport au premier sens. Donc, le deuxième sens se fait où? Au niveau hépatique. Donc, au niveau hépatique, donc le lactate, ils sont transférés vers le foie. Et le foie, il va les convertir en pyruvate. Et à travers pyruvate, on peut avoir la synthèse de quoi? De l'alanine. D'ailleurs, c'est la voie de la synthèse de l'alanine. Vous voyez? L'alanine à partir, donc, un acide aminé. Donc, à partir du lactate. Très bien. Et bien sûr, en cas pathologique, donc qu'est-ce qu'on peut avoir dans les cas pathologiques? Ça veut dire dans le cas où le foie, on a une insuffisance très importante. Très bien, donc au niveau plasmatique, qu'est-ce qu'on trouve? pH, oui. On parle ici de quoi? Très bien, donc on trouve une hyperlactacidémie. Une hyperlactacidémie. Parce que le foie ne parvient pas à se débarrasser du lactate. Donc, du glycérol des tissus adipeux, des acides aminés glycoformateurs. Bien sûr, ce n'est pas la peine de se rappeler de l'uréogenèse en détail. Donc, on a vu l'importance du foie dans la synthèse de l'urée. Et en période d'assimilation, si vous voulez, en période postprandiale, donc il convertit le glucose en glycogène, ça veut dire majoritairement, mais aussi la formation des triglycérides. Il convertit les acides aminés en acides gras et il incorpore les triglycérides dans les lipoprotéines. Et on a vu le métabolisme des lipoprotéines. Et la fonction digestive, la synthèse et la sécrétion des sels biliaires. Et la fonction d'excrétion, bien sûr, c'est la fonction de la biliaire et l'épuration plasmatique. Et la fonction endocrine, donc on en a parlé, donc la vitamine D, la phytoprotéine, etc. Donc, et les facteurs de croissance. Très bien, donc vous voyez plusieurs voies métaboliques, plusieurs fonctions, plusieurs explorations. Oui? Oui? Oui, bien sûr, c'est la néoglycogénèse. Mais ce qui est immédiat, ce qui est plus proche, lorsqu'on a les lactates, c'est surtout la voie de l'alanine. C'est la plus proche. Donc, si vous voyez la synthèse, donc lactate, pyruvate, de pyruvate, la formation de l'alanine. Très bien. Donc, les marqueurs hépatiques qu'on peut utiliser, donc vous avez les enzymes, donc les transaminases. Les transaminases, c'est le premier volet des marqueurs cardiaques. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils sont tellement très concentrés au niveau hépatique. Ça, c'est la première condition. La deuxième, ils sont concentrés au niveau hépatique et ils sont à l'extérieur comment? Hein? Leur concentration plasmatique. Qu'est-ce qu'on a dit pour les valeurs normales des transaminases?
Très bien, inférieur à 40 ou à 45 unités internationales par litre. Donc, quelque chose qui est très concentré au niveau hépatique est quasiment presque, c'est pas presque, presque absente, si vous voulez, au niveau plasmatique. Ça veut dire quoi? Dès qu'on a une anomalie au niveau hépatique, le diagnostic, il est, vous voyez, voilà. Donc, c'est un marqueur très utilisé. Voilà la raison pour laquelle on utilise ces marqueurs couramment. Vous avez ces trois enzymes, gamma-GT, phosphate alcanine, 5'-nucléotidase. Très bien, ce sont les enzymes de cholestase. Ce sont les enzymes de cholestase et on a vu la particularité de chacun, bien sûr, et les deux qui sont très utilisés, le troisième très peu utilisé. Vous avez aussi le lactate déshydrogénase et vous avez les facteurs de coagulation. Facteurs de coagulation, bien sûr, on explore les facteurs de coagulation, la voie extrinsèque. Donc, vous avez vu l'hémostase? Non, l'hématome, pas encore. Non. Donc, l'hématologie, donc vous avez la coagulation, la voie intrinsèque, la voie extrinsèque. La voie extrinsèque, on l'explore par le TP, le taux de prothrombine. La voie intrinsèque par le TCA, le taux de céphaline activé. Donc, et ça veut dire grossièrement, on explore les facteurs de coagulation. Parce que les facteurs de coagulation sont des protéines synthétisées au niveau hépatique. Et le facteur 5, on peut doser le facteur 5. Pardon? Non, vous parlez de la vitamine K. Oui, très bien, ça c'est bien. Oui. On va voir les vitamines K, vous avez tout à fait raison. Et on peut explorer, parce qu'il y a effectivement un deuxième facteur qui joue le rôle. À part l'insuffisance hépatocellulaire, il y a la cholestase. Ça veut dire les patients qui ont une diminution de l'assimilation, de l'absorption des lipides. Donc, puisque la vitamine K, elle est liposoluble, donc il y a la diminution de la vitamine K, et il y a des facteurs de coagulation qui sont vitamine K dépendants. Ça veut dire que la synthèse ne se fait absolument pas en absence de la vitamine K. On doit avoir la présence de la vitamine K pour que la synthèse puisse avoir lieu. Ces facteurs sont le facteur 7, 9 ou 10. 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. Donc, ce sont les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Très bien. Donc, le facteur 5, évidemment, donc, on utilise donc, d'une façon indépendante de la vitamine K donc, pour explorer la fonction hépatique. Très bien. Donc, les marqueurs non enzymatiques, bien sûr, le facteur 5, c'est surtout, on peut l'utiliser lorsqu'on suspecte, lorsqu'on explore l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, et le patient présente par exemple une cholestase, une cholécystectomie, ou une... Vous voyez, ça veut dire qu'il y a je dirais, des contraintes de l'assimilation des lipides. Très bien. Donc les marqueurs non enzymatiques, vous avez les bilirubines. Vous voyez, j'ai mis les bilirubines en pluriel. Pourquoi? Parce qu'on a la totale, on a la directe, on a l'indirecte. Très bien. Donc les protéines, vous voyez toujours, hein, plus, l'albumine. Donc, si vous voulez, quantitativement et qualitativement aussi. Très importante, l'albumine. Et les protéines de l'inflammation. L'ammonémie et l'azotémie. Pourquoi l'ammonémie et l'azotémie? Très bien. Donc, l'insuffisance hépatique, on va avoir la diminution des deux. Augmentation de celle-là, diminution de celle-là. Très bien. La glycémie. Quelle est la relation avec le foie? La glycolyse? Est-ce que la voie majoritaire... pardon? Très bien. La glycogénolyse.
Mais aussi, on parle, est-ce qu'on parle de la glycogénèse? On parle? C'est quoi la glycémie? C'est la concentration de glucose au niveau plasmatique. Donc, quel est le lien? Très bien. Bravo. Donc, évidemment, vous avez tout à fait raison. Au cours des insuffisances hépatocellulaires, surtout très avancées, on aura tendance à faire des hypoglycémies. Bravo, des hypoglycémies. Donc, le cholestérol. Quel est le lien? Oui, très bien, les lipoprotéines. Est-ce que le cholestérol sera diminué? Est-ce qu'il sera augmenté? Non, il ne sera ni augmenté ni diminué. Mais on va avoir, parce que le cholestérol, on a la voie endogène et la voie exogène. Oui? Oui, qui dit mieux? Parce que tout simplement, on aura, si vous voulez, la diminution de la forme. Est-ce que toute la forme du cholestérol, c'est la forme estérifiée? Donc l'estérification du cholestérol sera diminuée parce que les enzymes sont diminuées, la synthèse des lipoprotéines nécessaires pour la production des lipoprotéines qui dotées du cholestérol estérifié sera diminuée. Ça veut dire que le rapport cholestérol estérifié sur cholestérol total sera diminué. Très bien. Donc on a surtout la diminution du rapport cholestérol estérifié sur cholestérol total. Très bien. Donc les marqueurs tumoraux, on en a parlé déjà, donc la alpha-fetoprotéine et la CE, il y en a d'autres, donc qui sont aussi. Très bien. Maintenant, on commence par la cytolyse et les hépatites aiguës et chroniques et la cirrhose du foie. Très bien. Donc la cytolyse hépatique, donc c'est la libération des contenus de l'hépatocyte, à savoir tous les contenus. Normalement, vous avez, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est très aigu, très important, donc tout le contenu, hein, donc il y a une cytolyse importante, le contenu intracellulaire sera libéré. Donc, qu'est-ce qu'on trouve au niveau cellulaire? Donc les acides aminés, le fer, les vitamines B12, les enzymes. J'ai mis les enzymes ici en bleu, en gras et en bleu. Pourquoi? Parce que c'est le paramètre le plus utilisé en médecine pour l'exploration hépatique, de la cytolyse hépatique. Conséquence de la perte, vous voyez, c'est la membrane cellulaire, l'intégrité de la membrane cellulaire. Donc la physiopathologie, donc modification de la membrane cellulaire. Donc modification de la membrane cellulaire ou bien modification de la perméabilité, si vous voulez, de la membrane cellulaire par des agents toxiques. Par exemple, il y a, je ne sais pas, vous connaissez certains champignons, l'amanite phalloïde. Par exemple, les amanites, je ne sais pas ce que vous connaissez les amanites phalloïdes, ce sont des champignons très toxiques pour le foie. Donc, ils vont induire une très grande cytolyse hépatique. Donc, ils vont nuire à la membrane cytoplasmique immédiatement. Ou bien, une nécrose cellulaire. Regarde, toxicité membranaire, toxicité cellulaire directe. Ça veut dire dedans. Évidemment, on le trouve surtout dans le cas des virus des hépatites. Parce que vous avez vu la virologie, hein? Donc les virus des hépatites, ils ont un tropisme hépatique. Ça veut dire qu'il y a des récepteurs, il y a des... Donc ils reconnaissent les hépatocytes, ils s'incorporent dedans, ils s'introduisent dedans, ils se multiplient en utilisant le matériel génétique. Vous avez vu le mécanisme de la multiplication virale. Donc, ils ont des déterminants génétiques qui sera intégré dans le génome humain et au cours de la multiplication cellulaire, donc,
la cellule multiplie son génome et évidemment le génome viral. Donc il y aura la synthèse de toutes les particules virales, c'est-à-dire la membrane, la capsule, etc., etc., etc. L'ADN ou l'ARN, etc. Donc à la fin, il y aura rassemblage des viraux. Donc le virus prend forme et multiplication, et après éclatement, libération, éclatement de la cellule. Donc éclatement très important. Donc lorsqu'on s'agit d'une phase aiguë, donc multiplication accentuée, libération accentuée, donc éclatement des cellules, donc libération des contenus cellulaires avec les virus. Donc on peut assister à un stade aigu en explorant certains marqueurs hépatiques, à savoir par exemple les transaminases. Ils vont augmenter d'une valeur très très importante. Très bien. Ou bien immunologique, ça veut dire, par exemple, les pathologies aussi virales ou les pathologies auto-immunes. Donc, il y a les anticorps qui peuvent attaquer les cellules du foie et, entre autres, le foie. Très bien. Donc, maintenant, les pathologies. Donc, on commence par les hépatites. Et les hépatites, il y en a beaucoup. Bien sûr, les plus connus sont les hépatites virales, mais on a aussi les hépatites médicamenteuses. Par exemple, le paracétamol, qui est un médicament très utilisé, et il est responsable des hépatites médicamenteuses, toxiques, médicamenteuses. Ça veut dire les patients qui ont, par exemple, des douleurs et ils multiplient la dose du paracétamol. Heureusement que le paracétamol, à faible dose, n'induit rien. Mais lorsqu'il y a le paracétamol, c'est parmi les médicaments les plus tolérés. Pratiquement, il n'y a pas d'effet indésirable. Pratiquement, pas d'effet indésirable. Mais, lorsqu'il y a des effets indésirables, malheureusement, ils sont très néfastes. On part de zéro vers l'extrême urgence, voire la mort. Soit la voie de tout ou rien. Pas d'effet ou bien les effets très 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 graves. C'est une particularité. Mais heureusement que on atteint le seuil de ces effets très graves, ça veut dire en utilisant des doses très importantes. Les doses thérapeutiques sont très loin, heureusement que les doses thérapeutiques du paracétamol, elles sont très loin des doses toxiques, heureusement. Donc ce qu'on appelle la marge thérapeutique. La marge thérapeutique, c'est quoi? C'est la différence entre le seuil d'activité et le seuil de toxicité. Très bien. Plus on a une marge très large, très grande, plus le médicament, il est efficace, mais il est sûr. On a plus de sécurité à utiliser un médicament. Plus la marge thérapeutique il est restreinte, plus on n'a pas assez de sécurité. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ajuster les doses et contrôler quelquefois la concentration du médicament. C'est clair? Au niveau sanguin. Très bien. Donc, affection inflammatoire du foie toxique ou infectieuse, pathologie des hépatites virales, que ce soit aiguë ou chronique, les hépatites immunologiques, donc les maladies auto-immunes, soit primaires, soit secondaires à quelque chose, l'hépatite médicamenteuse, donc médicamenteuse, j'ai parlé du paracétamol, mais il y en a d'autres, par exemple les antituberculeux, les oniazides, aussi, il est connu par sa toxicité hépatique. Les oniazides, oui? Oui, certains médicaments de l'épilepsie, très bien. Donc, l'hépatite alcoolique, les antifongiques, ils peuvent donner une cytolyse, les antifongiques, le L-Dopa, le traitement de Parkinson, aussi, il peut donner le phénobarbital, certains immunodépresseurs, comme les l'imipramine par exemple. Donc, il y a plusieurs médicaments qui peuvent donner la toxicité hépatique. Donc, l'hépatite alcoolique. Donc, la cytolyse, dans ce cas, suite à une défaillance membranaire, suite au métabolisme de l'alcool et la toxicité de l'alcool. Et l'hépatite toxique,
comme j'ai dit, donc la manite phalloïde, donc le phalloïde, champignon toxique, c'est un champignon toxique. Ou bien la cirrhose. Donc vous avez l'inflammation chronique diffuse. Donc la cirrhose, lorsqu'il s'agit d'une inflammation diffuse, ça veut dire il y a une diffusion dans le parenchyme ou bien le tissu hépatique. Donc inflammation chronique diffuse ou progressive avec dégénérescence du tissu hépatique. Vous voyez le foie, comment il est. Vous voyez, rigueux. Donc il est rousse, hein, de coloration rousse. Donc même la couleur change. Donc la surface n'est plus lisse suite à la dégénérescence. Donc il devient un petit peu rugueuse et la taille elle est rétrécie, hein, la taille diminuée et présence d'une coloration rousse. D'ailleurs, coloration rousse en grec, c'est séros. D'ailleurs, le mot sérose provient de la couleur rousse en grec. Et une surface irrégulière et nodulaire, multinodulaire. Bien sûr, ces caractéristiques sont d'autant plus parlantes que le stade il est avancé. Le stade avancé, on aura, c'est la cirrhose du foie. Donc, les marqueurs utilisés,